Moi, c'est Maïté Samuel-Leduc et voici Face cachée, une série de podcasts produite par Radio Gaspésie où j'ai le plaisir de rencontrer des Gaspésiens qui ont des métiers ou des passions qui sortent de l'ordinaire. Aujourd'hui, je rencontre Antoine Nicolas, chasseur d'algues. Et oui, vous avez bien entendu, Antoine a son bureau dans la baie de Gaspé et passe une partie de son année à cueillir des algues pour consommation. Je suis allée le rencontrer chez lui à Kaposo pour m'assurer que j'avais le bon équipement. C'est là où j'ai enfilé un wetsuit, des bas de plongée, des gants, une cagoule trop serrée, puis une ceinture de plomb. C'était pas super confortable. Je me suis rappelé pourquoi j'aimais pas faire de la plongée l'automne en Gaspésie. Antoine, on marche présentement vers un des lieux de récolte d'algues. Comment ça s'appelle ce lieu-là? Là, on va en fait vers le bout de la rue Culture. Fait que c'est un secteur en particulier où il va y avoir de la laitue de mer et puis des spaghettis de mer. Et puis on va chercher également des vermicelles de mer. Fait que c'est ça, une petite cueillette iodée, commencer la journée. Est-ce que les conditions sont bonnes présentement pour ça? Elle devrait être excellente, là. Le vent vient du nord. Fait que là, on va côté sud, en fait, du parc Forion. Fait qu'on va être complètement protégé du vent, là. On va être vraiment sur une mer d'huile. Fait qu'on peut pas avoir de meilleures conditions pour plonger. Et qu'est-ce que ça prend pour aller récolter les algues? Alors, ça prend un permis, en fait, du ministère de Pêche et Océan, avec des quotas, en fait, sur le même principe que les pêcheurs de poissons. Puis des suivis à faire qui sont quand même assez poussés par rapport à la ressource. Sinon, un bon équipement pour tenir le froid dans l'eau. Beaucoup de bonne volonté. Et ce permis-là, qu'est-ce que ça prend pour l'obtenir? Ça prend des démarches administratives qui sont quand même assez longues. Je dirais qu'à moi, mon premier permis, ça m'a pris 2 ans à obtenir. Globalement, on va dire qu'on manque quand même un peu d'informations au niveau des algues par rapport à la ressource. Savoir exactement les inventaires qui sont au fond, on manque d'informations. Donc pour attribuer des quotas. Fait que là, il y a de la recherche encore à faire à ce niveau-là. Puis ma spécificité la plus grande aussi qui a dû retarder aussi la démarche de permis, c'est parce que j'ai la plus grosse diversité d'algues sur mon permis de récolte à l'échelle du Québec. Fait qu'on parle d'une 15aine d'espèces différentes. Fait que ça rajoute un petit peu plus de logistique quand il y en a plusieurs où il a fallu créer un nom français pour pouvoir les commercialiser. Parce que tout le monde parle pas couramment le latin et encore moins les chefs en restauration. Alors les algues que tu récoltes ici, ce sont des algues que tu peux vendre au public, mais aussi dans des restaurants. C'est ça. En fait, ça fait 5 ans que je travaille avec les restaurants. Les 2 premières années, c'était par l'intermédiaire de Gaspésie Sauvage, en fait, qui m'achetait mes produits puis qui les distribuait au restaurant. Et puis là, ça fait en fait, 4 ans que je suis vraiment à mon compte, en fait. J'ai commencé surtout à travailler avec les restaurants. Et puis, donc le Tokay, le Ritz-Carlton, le Montréal Plaza, chez Boulet, Saint-Amour, entre autres. Fait que donc des restaurants en fait très haut de gamme au niveau du Québec. Aussi plus facilement parce que c'est des restaurants qui vont avoir des chefs exécutifs. Fait que le restaurant qui a un chef exécutif, il a davantage de temps pour élaborer des recettes un peu plus complexes. Et puis sur des produits qui sont un petit peu plus sophistiqués. Fait que là, il y a aussi un engouement pour les produits locaux, puis les produits différents, puis des saveurs nouvelles. Et puis là, le travail maintenant s'oriente vers la vente au détail davantage. La première gamme, c'était vraiment les produits frais, donc du légume de mer, on va dire. La deuxième gamme, c'est du prêt à cuisiner. Fait que donc c'est un produit qui arrive avec une recette. Plus facilement du séché parce que ça se conserve plus longtemps pour les points de vente au détail. Et puis la troisième gamme qui s'en vient, ce serait le prêt à manger. Pour le grand public ou pour les restaurateurs? Le prêt-à-manger, ça va être pour le grand public, en fait. Les restaurateurs vont le faire eux-mêmes, en fait. La plupart du temps, ils vont vouloir le produit le plus brut possible pour aller eux-mêmes sortir de la valeur ajoutée, en fait. Puis quand tu parles de produit brut, c'est un produit séché ou c'est un produit frais? Ça peut être les deux. Les restaurateurs peuvent travailler avec les deux. C'est sûr que le produit séché est plus facile d'utilisation pour le client final. Les chefs ont quand même plus d'éducation, forcément, pour la cuisine. Puis c'est des artistes qui vont préférer travailler souvent avec le produit le plus brut possible, donc plutôt du frais. Parce qu'il y a aussi plus de propriétés santé aussi dans les algues fraîches quand même. Ils peuvent aussi travailler avec du séché, là, selon les recettes qu'ils vont faire. Ou eux-mêmes sécher les algues à certaines températures pour avoir des spécificités qu'ils n'auraient pas forcément. Une algue grillée puis une algue séchée à froid va pas du tout avoir le même goût, par exemple. Fait qu'ils peuvent jouer sur des arômes à ce niveau-là aussi. On jase là comme ça, mais on est en train de descendre une côte assez... Bon, c'est pas un cap, mais quand même, on est sur le bord du cap à Kaposo, dans la baie de Gaspé. Il y a des mouettes, il y a peut-être même... il y a des phoques aussi qui nous attendent autour. Et Antoine et moi-même sommes habillés de wetsuit, de plongée, avec une ceinture de plomb pour pouvoir aller récolter. Et j'aimerais que tu m'expliques qu'est-ce que tu as dans ton dos. J'ai une planche en fait de plongée qui sert autant au niveau de la sécurité que de la récolte. C'est une planche qui est prévue normalement pour la chasse sous-marine en apnée.
Puis ça permet aussi d'avoir un repère pour les bateaux qui peuvent pas s'approcher trop près au niveau sécurité. Donc on parle de 450 pieds en particulier de distance minimum qui doivent rester à du plongeur. Et puis pour la récolte, ça va faciliter les choses aussi parce qu'on va pouvoir accrocher les algues sur la planche aussi plus facilement. Sa planche est la même forme qu'un petit Zodiac sans moteur. Il y a des filets sur le côté puis ça lui permet de traîner toutes les algues qu'il cueille avec lui. Donc c'est à la fois sécuritaire puis hyper pratique. Sur le chemin pour se rendre à la baie, il traînait sa planche puis le reste de son équipement sur son dos. Moi, j'avais juste à traîner mes palmes, mon masque puis mon micro puis ouf, j'avais vraiment chaud. Au moins, c'était un chemin assez facile d'accès. Alors, ici, c'est facile, ça veut dire, là, il y a un petit chemin pour se rendre, c'est relax, quoi. Complètement. Puis en plus, la ville a vraiment très bien entretenu le chemin après les tempêtes de cet hiver. Fait qu'on a vraiment un très beau point d'accès pour descendre. Ce qui n'est pas nécessairement le cas à Cap-des-Rosiers. Non, tout à fait. À Cap-des-Rosiers, ça va être vraiment une petite falaise d'une dizaine de mètres qui se descend très bien, qui se monte très bien aussi avec des sacs sur le dos, mais qui prend un petit peu plus d'habilité. Est-ce qu'il y a d'autres endroits que Cap-des-Rosiers et Cap-aux-Eaux où tu vas récolter les algues? Moi, j'ai une zone d'à peu près 140 km de côte. On a comme 3 secteurs. On a un secteur qui part du pied du phare de Cap-des-Rosiers, en fait, à la limite du parc Farion, et qui va jusqu'à Grande-Vallée sur le côté nord. Et puis sur le côté sud, on a une enclave de 9 km à Cap-aux-Eaux qui est pas dans le parc. Et plus bas, vers Percé, on va avoir 30 km de Douglaston vers Tête d'Indien. Puis chaque secteur va avoir ses spécificités. Fait que c'est quand même vraiment intéressant d'avoir des secteurs côté sud, côté nord, parce que les algues vont pas pousser de la même façon, les espèces vont pas être présentes partout. Fait que selon les cas, ça peut m'arriver de faire 4 plongées dans la même journée pour remplir une commande, parce que je vais avoir une espèce à tel endroit, une autre à l'autre. La force de Cap-aux-Eaux en particulier, c'est que la croissance est beaucoup plus rapide parce que l'eau est plus chaude. La période est plus courte, mais elle est vraiment beaucoup plus prolifique. Il y a beaucoup plus d'algues à Cap-aux-Eaux versus d'autres secteurs parce que l'eau est plus chaude. Donc là, on s'apprête à aller récolter laitue de mer, vermicelle et... Spaghetti de mer. Spaghetti de mer. Et ça, c'est une commande pour un restaurant ou c'est... C'est une entreprise en nutraceutique en particulier, oui. Une entreprise en? Produit en complément alimentaire. D'accord. Alors, si les algues sont bonnes, on va pouvoir les récolter et ensuite elles sont envoyées comment? Alors là, elles vont être séchées en fait, parce que la commande est pour des algues séchées en flocons, pour faire vraiment des tests en fait sur les molécules qu'on pourrait avoir d'intérêt dans les algues, histoire soit de les purifier, soit vraiment d'aller chercher des propriétés intéressantes à ce niveau-là. Pour vraiment, c'est de la recherche appliquée en fait. C'est vraiment une entreprise qui va faire de la recherche appliquée à ce niveau-là pour créer des produits soit cosmétiques, soit vraiment compléments alimentaires. Et ça arrive souvent, ce genre de commande-là? Pour cette entreprise, c'est la première. Sinon, je travaille régulièrement aussi avec Merinov qui va m'acheter des algues là, depuis mes débuts en fait. Et eux font des tests avec ces algues-là ou ils les revendent? Alors ils font des tests. Là, c'est vraiment un centre de recherche Merinov qui va travailler en pêche, en aquaculture puis en transformation des produits de la mer. Puis les algues, c'est une filière d'avenir à ce niveau-là aussi. Et puis ils vont tester énormément de choses au niveau des algues. Ça peut être des molécules contre le cancer, ça peut être assimiler les protéines avec, je sais qu'on a déjà nourri des souris avec ce que j'ai envoyé pour vérifier si elles étaient capables de les digérer ou des choses comme ça. Donc vraiment, les tests vont être très très variés. Ou ça peut être pour l'aquaculture, pour la reproduction aussi, des géniteurs. Alors on va continuer notre route vers la magnifique baie de Gaspé et la récolte d'algues. On a un poids là présentement. J'ai une ceinture comme en plongée avec bouteille, mais on s'en va faire de l'apnée. Alors, on n'a pas besoin de bouteille. Donc, j'imagine, les sorties, c'est des sorties de combien de temps que tu dois faire pour la récolte à peu près? Je dirais que les plus longues sorties peuvent faire jusqu'à 6 heures à peu près dans la journée. Je m'attendais pas à sortir 6 heures en plongée. Est-ce que ça va être le cas présentement? Non. Aujourd'hui, on y va. C'est une petite commande qu'on a aujourd'hui. Mais je dirais que c'est ça, un cumul de plongées dans la journée qui pourrait faire 6 heures. Mais on va dire que les plongées moyennes sont d'1 à 2 heures, globalement. Et puis là, aujourd'hui, normalement, si la ressource est là, on aurait pour 3/4 d'heure maximum, là. Ça va dépendre, en fait, de la ressource, là. On va dire que je sais à plus ou moins 1 mois près ce qui se passe sous l'eau, avec l'expérience. Fait qu'on va voir si la ressource est encore là ou si cette espèce, en particulier les spaghettis de mer, si leur saison est finie. Fait que, puis c'est un secteur où il y a beaucoup de phoques en particulier. Et ici, j'en ai compté jusqu'à 12 autour de moi quand je vais plonger. Donc 12 petites têtes qui restent à peu près à 4-5 mètres autour, qui font un cercle. Qui sont curieux? Oui, ils sont très curieux. Est-ce qu'ils mangent les algues aussi?
Non, mais ils peuvent venir mordiller les palmes quand c'est des bébés phoques. Là. Ça m'arrive d'avoir des petits bébés phoques qui jouent dans mes palmes des fois. Bon, super! Ça fait partie de la carte postale en 3D, là. Fait que c'est une belle atmosphère de travail. Parfait. Alors, allons-y. Est-ce que vous avez déjà mangé des algues? Quand j'étais petite, puis que je venais visiter mes grands-parents en Gaspésie, on allait au parc Forillon pour l'interprétation de la vie marine. Est-ce que vous vous souvenez de ça? C'était 2 plongeurs qui allaient récolter des homards, des concombres de mer, des anémones, des étoiles de mer, puis des algues. On goûtait à la laitue de mer, puis on nous donnait un verre de lait au chocolat après en nous disant que c'était fait avec des algues. J'en revenais pas. Ça a été mon introduction aux algues. Antoine m'a fait découvrir toute une autre panoplie d'espèces d'algues qui peuvent se manger. En fait, c'est ça, au niveau des algues, on a quand même vraiment 3 grandes familles d'algues au niveau des macroalgues, donc les algues visibles, qui vont être les brunes, les vertes et les rouges. Chacune va avoir ses spécificités. On a quand même beaucoup plus de brunes en particulier que les autres espèces en Gaspésie. Déjà, au niveau de la diversité d'algues que je récolte, on a à peu près autant de diversité qu'on va avoir de poissons, crustacés, mollusques qui vont être récoltés dans le golfe. Et puis entre la différence entre une verte puis une brune, on a à peu près autant de différence qu'entre un poisson puis une crevette. Fait que là, c'est le même principe. On est vraiment sur des algues qui vont avoir des compositions très très différentes, des fonctionnements très différents, des milieux de vie différents aussi. Donc, c'est 3 algues différentes. Si je comprends bien, le laitue de mer, qui est une algue verte, doit être très différente du spaghetti. Le spaghetti, c'est un nom qu'on a plus ou moins attribué à cette algue, qui, la plupart du temps, on va l'appeler lacet de mer. Mais personnellement, j'ai pas envie de manger des lacets. Fait que j'ai pris l'appellation qu'on retrouve peut-être dans 10% des cas, puis qui est surtout présent sur une autre espèce qu'on a en Europe, qui s'appelle l'Imentalia elongata. Là. Mais on la retrouve de temps en temps sur cette espèce-là qui va s'appeler spaghetti de mer. Donc c'est une espèce qu'on a vraiment ici. Et puis vermicelle de mer, on lui a donné un nom de toute pièce parce que tout le monde parle pas latin. Fait que c'est un peu plus poétique d'avoir des vermicelles de mer que d'avoir des cordaria. Juste une petite précision quand même sur les algues qu'on va trouver sur les plages. Faut savoir que les algues qui sont échouées sur la plage sont des algues en décomposition. Fait que l'a priori négatif qu'on peut avoir avant de manger des algues, c'est parce qu'on les voit souvent sur le bord de la plage. C'est pas des algues alimentaires à ce niveau-là. Je veux dire, s'il y a une odeur, une senteur, ça sera toujours moins pire que si c'était un poisson en décomposition. C'est le même principe. Faut vraiment considérer ça comme ça. Moi, j'avais un partenaire en Europe qui disait « Un poisson mort sur une plage, est-ce que vous le mangez ?» Qu'une algue échouée, sa fraîcheur est limite. Fait que, juste pour comparer, la transformation d'algues qui va se faire par séchage va être du séchage alimentaire. Fait qu'on n'est pas du tout sur le même produit, puis on n'a pas du tout les mêmes senteurs. Est-ce qu'il faut aller très loin dans l'eau pour retrouver les algues pour consommation? Ça va dépendre des espèces, toujours. En fait, sur le haut de la plage, le côté rivière va nous amener une autre espèce d'algue qui va supporter beaucoup mieux l'eau douce, qui est une algue verte aussi, comme le laitue de mer, qui va être la onori, en fait, ou nori verte en japonais. Là, on voit un petit peu d'aonori juste avant le niveau de l'eau, là, juste en face de nous, qui est une algue qui est très intéressante aussi. L'algue qu'on connaît le plus habituellement, ça va être peut-être la spiruline, qui est une algue bleue, qu'on n'a pas au Québec naturellement. Mais la onori, par exemple, a plus de fer qu'on va en avoir dans la spiruline. Puis les algues vertes en particulier ont beaucoup de magnésium. On s'entend pour dire que les algues, c'est des super aliments. C'est des super aliments, effectivement, les algues. Mais qui sont quand même méconnus. C'est ça, c'est méconnu, mais c'est connu à la fois, en fait. On a quand même une histoire en Gaspésie d'en consommer, qui est sans doute très marginale, mais probablement plus aussi sur le côté anglophone et irlandais. On a une algue qui s'appelle la mousse d'Irlande ici, puis qui s'appelle pas comme ça ailleurs. La wakame peut aussi s'appeler wakame d'Irlande, fait qu'il y a une consommation d'algues plus importante en Irlande. On voit aussi que dans les provinces maritimes qui sont plus anglophones, il va y avoir plus de récoltes et de transformation d'algues aussi, avec vraiment une dominance du Nouveau-Brunswick à ce niveau-là. Au niveau du Québec, moi j'ai des gens à Gaspé qui me disent, ou même à Chandler, qui me disent, moi dans ma famille on a toujours consommé des algues. Le grand-père en ramenait en revenant de sa pêche à la morue, puis il ramenait des algues sur le haut de la plage avant de revenir. Fait qu'on a cette culture-là quand même, puis probablement aussi que les Autochtones en consommaient. Mais quand vous parliez là, des pêcheurs de morue qui ramenaient des algues à leur famille, c'était quelle sorte d'algues? C'est probablement la laminaire sucrée, qui est l'algue la plus abondante qu'on a en Gaspésie. Après, je veux dire, je peux pas le garantir. À Chandler, oui, c'est ce qu'on m'a dit, que c'était vraiment la laminaire sucrée, mais sur Gaspé, je peux pas le confirmer. Puis ça, c'est la lasagne de mer. C'est ça, la fameuse lasagne de mer, c'est ça. Elles ont toutes plein de noms, les algues. Et puis en particulier celle-là qui a même plusieurs noms latins, là, parce qu'ils se sont battus pour savoir si c'était plusieurs espèces différentes ou la même. Celle-là, on peut la trouver aussi sous le nom de laminaire sucrée, Combu royal, avec son nom plutôt japonais. Et puis baudrier de Neptune, des fois on va la retrouver en particulier sur la bouteille de gin Distillerie Saint-Laurent,
qui utilise cette algue-là dans son gin, puis qui était meilleur gin au Canada en 2016. Fait qu'on peut faire des très beaux produits, puis il y a juste place à la créativité, en fait, au niveau des algues. Dans les spécificités des familles, chacune va avoir ses forces, et puis je vais pas dire qu'il y en a qui ont des faiblesses, mais il y en a vraiment qui ont des forces en particulier. Là, les rouges, en général, ça va être les protéines. Globalement, elles vont être plus riches en protéines que les autres. Les vertes vont être davantage riches en magnésium puis en fer. Et puis, au niveau des brunes, on va aussi avoir des alginates qui vont être détoxifiants. Les brunes, on a quand même beaucoup plus, fait qu'on a aussi plus de diversité dans ce qu'on va avoir dedans. Et puis, on va avoir aussi beaucoup de fibres dans les brunes. Dans les fucus, par exemple, et les ascophiles, on va avoir jusqu'à 50% de fibres. Puis, c'est des fibres qui ont des propriétés particulières. On les retrouve habituellement en complément alimentaire pour les régimes, en fait, pour brûler les graisses puis pour couper la faim. Antoine, c'est vraiment un passionné des algues. Je lui ai demandé une question un peu drôle. Comment ça se reproduit des algues? Il y a plusieurs mécanismes de reproduction, mais ça va quand même ressembler plus ou moins à une plante. Après, il y a de la reproduction sexuée puis asexuée. Fait qu'elles sont capables aussi de se reproduire de façon asexuée aussi, par bouturage ou différents moyens à ce niveau-là. Et puis, il y a des plants mâles puis des plants femelles selon les espèces aussi. Globalement, la baie de Gaspé, c'est un port naturel. Fait que comme c'est un port naturel, il va y avoir moins de courants que dans d'autres secteurs. Ou pas les mêmes, en tout cas. Il y a beaucoup de petites anses un peu plus fermées, comme on a ici, en fait, là, donc à Kaposo, aussi, sur le bout de la rue Couture, on va avoir comme un espèce de banc de sable, entre guillemets, qui va prolonger assez loin dans l'eau, puis qui va faire une zone où il y a relativement peu de courant. Il va y avoir plus de lumière aussi parce que c'est peu profond. Et puis, comme il y a peu de courant, ben, on va avoir une espèce en particulier, qu'on disait tantôt, le spaghetti de mer, qui va pousser ici, qui est une des rares places où j'identifie sa présence. D'habitude, on en voit de façon un peu éparse, mais ici, on a vraiment des véritables forêts sous l'eau. Fait que c'est une algue qui peut faire quand même entre 1 mètre et 2 mètres, et puis qui va faire comme un grand spaghetti ou un lacet de mer. Ça va être une belle forêt à explorer, là. On va se diriger tranquillement vers la mer pour commencer à la préparation de la récolte avec Antoine Nicolas. C'est avec les phoques qui nous observaient que je me suis avancée dans l'eau. C'était froid, mais je pouvais pas vraiment rien dire. Parce qu'un chasseur d'algues, ça plonge même l'hiver. Alors, ça se passe c'est quoi la saison, Antoine, de la récolte des algues? En théorie, moi, je plonge à l'année. C'est sûr que ça dépend des conditions météo. Quand il y a une tempête de neige, c'est quand même un peu plus complexe. Quoique, il y a moins de vent sous l'eau. Mais j'ai toujours une algue qui est en période de croissance, peu importe le moment de l'année, en fait. L'algue la plus nordique qu'on va vraiment avoir ici, ça va être la wakame de l'Atlantique. Entre septembre et octobre, elle va commencer sa croissance sous l'eau. Et puis, elle va continuer tout l'hiver. Alors là, on avance un petit peu dans l'eau. Il y a un gros phoque sur un rocher, juste devant. Il y en a un autre aussi, on dirait qu'ils se font sécher. Ils nous attendent. Probablement, c'est notre comité d'accueil. Alors, on s'apprête à avancer. On a la vue sur la ville de Gaspé. On est toujours à Kaposo. On a une eau plutôt fraîche. Limpide en particulier, puis extrêmement calme. Là. On est vraiment sur un secteur qui est très protégé avec un petit vent de nord. Là. On peut pas vraiment avoir de meilleures conditions pour plonger. Là. Et puis, on va quand même avoir une eau, même si elle est fraîche, qui va être quand même pas mal plus chaude que le secteur nord. Là. En particulier sur ce type de zone où l'eau est vraiment peu profonde jusqu'à assez loin du bord. Là, on peut faire à peu près 500 mètres. Et puis avoir juste 2-3 mètres de fond. Fait que là, on va être vraiment... Alors que dans d'autres secteurs, on peut descendre rapidement, facilement 80 pieds, assez rapidement. Parfait. Alors, on s'apprête à aller à l'eau. Ta planche, comme tu l'appelles, tu la mets à l'eau un petit peu plus loin. Là, ici, on peut marcher encore un petit peu. Si, par exemple, on avance un peu plus, là, on commence à voir des jeunes pousses de vermicelles. Qui sont pas encore beaucoup poussées. On va voir un peu si on a mieux plus loin. Secteur nord, elles sont plus poussées étrangement à cette époque-ci. Mais on va regarder un peu plus ce qu'on voit un peu plus loin. Là, on parlait tantôt de plonger en apnée. C'est sûr qu'après, chacun plonge comme il peut, là, à ce niveau-là aussi. C'est sûr que quand je vais plonger, moi, pour les bateaux de pêche, pour décrocher un cap dans une hélice, les pêcheurs sont parfois surpris de me voir arriver sans bouteille. Mais moi, j'ai 2 bouteilles intégrées. Je tiens 5 minutes 30 en apnée. Fait que, puis je peux descendre jusqu'à 80 pieds. Mais effectivement, ça va aider aussi pour l'accueil des algues. Même si je ferais jamais ça en conditions de récolte, parce que pour des raisons de sécurité, je peux pas me permettre de plonger aussi longtemps en fait. Mais là, on s'entend que moi, je plonge pas 80 mètres et je fais pas 5 minutes sous l'eau, OK? Non, il n'y a pas de problème. Je dirais que de toute façon, pour la récolte d'algues, habituellement, on va pas descendre en dessous de 3-4 mètres au niveau profondeur. Puis là, aujourd'hui, on est vraiment sur des algues qui sont vraiment
dans relativement peu d'eau. Là. La plus profonde va être dans les 2 mètres aujourd'hui. Phew! Avez-vous bien entendu? Il peut tenir 5 minutes 30 secondes en apnée. C'est vraiment énorme si on pense que la moyenne des gens peut tenir 1 à 1 minute 30 en apnée. Je vais commencer quand même à mettre mon radeau à l'eau. Ouais. Mais on va avoir de la zoostère, qui est en fait pas du tout une algue, qui est une graminée. Donc comme on va avoir un champ de blé, là, on va avoir un champ de zoostère dans ce secteur-ci. Et puis la zoostère, ça va faire comme des petits épis d'avoine dans la tige, en fait, puis qui vont ressortir de la tige. Et puis ça va être une nurserie pour les bébés poissons en particulier. Donc la zoostère, c'est vraiment celle qu'on voit qui devient très foncée, qui s'échoue sur les plages, dont les gens utilisent aussi pour leur jardin parfois. C'est les fils de cassette là qu'on voit s'échouer sur les plages. Puis même qui étaient utilisés autrefois pour rembourrer les matelas, les oreillers. Tout à fait. Ou même les colis ou des choses comme ça. Il y a eu une valorisation, je pense, aux îles de la Madeleine qui avait été faite à ce niveau-là. Faire du rembourrage ou de protéger des matériaux pour l'expédition. Mais ce n'est pas une algue. À ne pas confondre. Puis, vous aurez de la difficulté à la digérer, là, parce que c'est vraiment de la cellulose par excellence. C'est pas de la salade. Antoine met sa planche à l'eau avec tout son matériel. On va regarder ce qu'on va voir au fond. Mais si on se décale un peu vers le large, entre guillemets le large, on va être dans le 3-4 mètres de fond, on va vraiment avoir comme des laitues. Vraiment l'apparence d'une laitue sous l'eau. Parce que c'est vraiment la caractéristique de la laitue de mer de base, là, vraiment de ressembler à une laitue, même si toutes les espèces vont pas le faire. Donc, on a les 2 pieds dans l'eau. J'en ai à peu près aux genoux. On s'apprête à continuer un petit peu plus. Alors, on va faire la plongée, puis au retour, il y aura quelques détails et commentaires sur la fameuse sortie à l'eau et la récolte prolifique d'algues qu'on s'apprête à faire. Puis là, la particularité aussi, tantôt on parlait de cueillette. En fait, on va couper avec un couteau les algues ou avec un autre objet coupant, de façon à ce qu'elles puissent se repousser. Fait qu'on est vraiment sur une ressource qui est vraiment bien gérée à ce niveau-là aussi. Et puis, cette ressource-là est également certifiée fourchette bleue par Exploramer. Puis je suis le premier producteur en fait à être certifié fourchette bleue via Exploramer sur ce volet-là. Et puis on a travaillé fort avec cette équipe-là pour faire référencer 13 espèces d'algues sur cette liste-là, qui sont donc pêchées de façon durable dans le golfe du Saint-Laurent en fait. C'est vraiment ça le concept. Et est-ce que tu es le seul cueilleur d'algues au Québec ou est-ce qu'il y en a beaucoup? On a à peu près une quinzaine de permis de récolte d'algues au niveau du Québec. On n'est pas nombreux, mais je suis pas le seul. Et en Gaspésie? En Gaspésie, on va avoir, au niveau des permis d'algues, on va avoir un récolteur dans le secteur de Grande-Rivière. Et puis on va en avoir un dans le secteur de Sainte-Anne-des-Monts. Des compétiteurs. Compétiteurs, partenaires, ça dépend des projets. Non, c'est sûr qu'on travaille le même produit. Fait qu'indirectement, il y a toujours une petite compétition quand même, indirecte. Mais je veux dire, on travaille ensemble. J'écrivais un courriel à Stéphane ce matin, puis je lui demandais, je peux-tu t'acheter des algues? Fait que non, on travaille ensemble. On a passé environ 1 heure dans l'eau à travers les champs d'algues. C'était tellement particulier. Assez jaune, brun, gris. J'ai croisé des petits poissons, des gros homards, des étoiles de mer, des anémones, beaucoup d'anémones, puis je me suis promenée dans des champs de spaghettis que j'ai récoltés avec Antoine. Heureusement, je me suis pas fait mordiller les palmes par les phoques. J'avais un peu froid à la fin, mais on a fait une super belle récolte. De retour sur la terre ferme avec Antoine Nicolas, on a passé une heure environ dans l'eau. 1h15 à peu près. Et combien de kilos on a trouvé 2 sortes, c'est ça? C'est ça, on a cherché principalement 2 sortes en fait. Les spaghettis de mer et puis les vermicelles de mer. Fait qu'on a peut-être une vingtaine de kilos de spaghettis de mer et puis à peu près 5 kilos de vermicelles de mer. Puis ça a été, ça a bien été quand même. Le vermicelle est un petit peu plus répandu. On en a trouvé plus facilement. Le spaghetti, on est obligé d'ajuster un petit peu notre tir. Est-ce que normalement, c'est normalement comme ça que ça se passe? Oui, c'est fréquent quand même. Il y a plusieurs espèces comme ça où il faut les chercher. Elles vont pas être forcément systématiquement faciles à trouver du premier coup. Mais en connaissant bien les secteurs, on s'en sort assez bien là. Mais d'une année à l'autre, il y a des variations là. Il y a un secteur où il y en avait beaucoup l'année passée, il n'y avait rien du tout cette année. Est-ce que tu es content de la récolte? Oui, je suis très content. C'est assez zen quand même comme genre d'activité. Oui. Quand on est dans l'eau, on est vraiment dans un sentiment de détente, de relaxation, avec
les petits homards autour qui se promènent sous nos pieds. Les gros homards! Ouais, il y a beaucoup de homards à Kaposo, ouais, particulièrement. Ouais. Il y a des fois qui étaient autour un peu, ils n'ont pas osé venir trop proche, c'est bien, on a mis ça comme ça. Ça, c'est très fréquent. Ils restent à distance, là. On voit les têtes qui dépassent, là, mais on les voit rarement sous l'eau, là. À part les petits qui, des fois, viennent jouer dans les palmes, mais c'est rare aussi. Ben là, les prochaines étapes, ça va être les rincer à l'eau douce, en particulier celle-là, pour retirer les petits mollusques et les petits crustacés, puis les mettre à sécher pour cette commande spécifiquement. Puis une fois que ça va être sec, on va les broyer. Pour ce client-là. Mais c'est ça. Après, ça dépend des besoins. C'est vraiment du travail à la carte à ce niveau-là. Puis tu peux faire combien de plongées par année pour toutes ces récoltes-là? Entre 100 et 150 à peu près. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui font ça avec toi? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent avec toi sur le projet? Ben, j'ai jusqu'à 2 plongeurs avec moi, puis j'ai eu jusqu'à 2 personnes en transformation. Fait que oui, on peut être jusqu'à 4 ou 5, là. 4 ou 5 ensemble ou vous y allez indépendamment? Ça va être indépendamment. On va pas être 4 ou 5 en même temps dans l'eau. Là. Le maximum qu'on a été, c'est 3 plongeurs en même temps. Là. Mais ça dépend des besoins. On y va vraiment. On récolte en fait vraiment ce qu'on a besoin. C'est vraiment. On fait notre épicerie sous l'eau. Là, on a notre jardin. Là, puis on va récolter les légumes quand ils sont prêts. Puis là, tu nous fais sécher ces algues-là comment? Avec des petits déshydrateurs en fait artisanaux. Là, enfin, c'est domestiques, on va dire, qui ont des petites capacités, mais j'ai plusieurs unités là. Et puis, tu disais 100 à 150 plongées par saison, par année, en fait. Ça donne à peu près combien de kilos d'algues? On parle de quelques tonnes, là. Quelques tonnes. C'est difficile à imaginer quelques tonnes pour moi, là. Puis, probablement pour les auditeurs, comment on pourrait figurer là, tout ça, là, avoir quelques tonnes d'algues, ça équivaut à quoi, par exemple? Quelques tonnes d'algues, séchées déjà, on va réduire par 10. Fait qu'on va parler de quelques centaines de kilos. Là, ça parle un peu plus aussi. Quelques centaines de kilos, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut comparer par rapport à ça, là? Je sais pas moi, quand un bateau de pêche va revenir avec une cargaison de poissons, là, on va parler d'à peu près 5 tonnes qu'il va avoir avec lui. C'est à peu près pas mal la production annuelle qu'on fait présentement, là. Si on parle d'un bateau de crevettes qui peut remonter avec 80 000 livres, là, donc à peu près 40 tonnes, là, c'est le maximum qu'on serait capable de faire. Là. Ça, c'est juste un voyage de bateau de pêche. Là. Et 150 plongées. C'est ça, et 150 plongées. C'était Antoine Nicolas, chasseur d'algues à Kaposo. Merci d'avoir été à l'écoute de Face cachée, une série produite par Radio Gaspésie. Au montage, Alex Pelletier, à la réalisation et à l'animation, Maïté Samuel-Leduc.